Quand j'ai découvert les Toques Blanches lyonnaises, je n'aurais pas imaginé que l'association s'étendait au-delà des frontières de la Gaule. Leur identité, lyonnaise à l'origine bien sûr, était devenue un emblème fort d'une gastronomie française qui fédère et célèbre l'art du bien manger sous toutes ses formes. Une aventure d'envergure qui partait pourtant d'une bande de copains passionnés de bonne chère, réunis par une même volonté de rassembler les compétences, les univers d'une grande famille gastronomique lyonnaise. Christophe Marguin, président actuel de l'association, m'a raconté comment cette histoire de chef a commencé avec les mères lyonnaises, donnant naissance à une gastronomie reconnue mondialement. La gastronomie lyonnaise, c'est une histoire. C'est une histoire d'abord de femmes. C'est-à-dire que dans les grandes familles lyonnaises, on va dire au 19e siècle, les grandes familles lyonnaises avaient des femmes qui faisaient à manger au quotidien. Et puis il y a eu la crise qui est arrivée et les guerres qui sont arrivées. Et d'un seul coup, ces femmes se retrouvaient sans emploi. Et elles ont ouvert des petits restaurants. Celles qui ont le plus marqué l'histoire, il y en a deux. La première, c'est la mère Brasier. Pourquoi ? Parce que c'est la première femme qui a eu 3 étoiles et c'est la première femme qui a eu 2 restaurants 3 étoiles au guide Michelin. Donc là, on est en 1933, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont 6-7 au départ, je crois, à avoir 3 étoiles. Et une femme au milieu à 3 étoiles et elle est lyonnaise. La deuxième femme qui a marqué la cuisine lyonnaise, elle s'appelle Léa Bidot. Léa Bidot, elle était rue Duquesne et c'est elle qui a formé la mère Brasier. La mère Brasier était passée chez Léa Bidot. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un esprit de lien entre les mères lyonnaises et les bouchons. Les bouchons lyonnais, c'est une entité qui est très forte, qui est unique au monde. C'est un style de cuisine qui représente un restaurant dans une ville. Je dirais que le bouchon lyonnais a été l'évolution des mères lyonnaises. Et puis après, c'est nos grands chefs qui ont fait l'histoire. Je descendrai un petit peu en dessous de Lyon parce que c'est celui qui a formé les premiers chefs, c'est Fernand Point, qui a formé Paul Bocuse, qui a formé Alain Chapelle, qui a formé Monsieur Troisgros, qui a formé toute une génération de chefs qui a eu 3 étoiles, donc qui a vraiment marqué l'histoire. Et puis arrive Monsieur Bocuse à son tour, et lui pose vraiment des bases de la cuisine, fait un groupe de copains de chefs qui n'est pas automatiquement que lyonnais, mais qui fait évoluer la cuisine fin des années 60, début des années 70. Et de là, on découle toute une génération de chefs qui sont les uns les autres issus de Lyon et qui de génération en génération étaient déjà là, mais leur cuisine évolue grâce à l'image de la cuisine qui évolue également grâce aux médias. La 4e génération, mon fils est la 5e qui travaille avec nous aujourd'hui, mais elle est en train de finir cette lignée de chefs lyonnais. Aujourd'hui, la nouvelle force de Lyon, c'est tous ces chefs qui arrivent d'ailleurs. On prendra Mathieu Vianney qui vient de Paris, Christian Tête-d'Oie qui vient de Nantes, Philippe Cobreau qui vient également de Paris, et Christophe Cour qui vient de Saint-Étienne. Donc tous ces chefs qui n'habitaient pas à Lyon sont tombés amoureux de la ville, de notre histoire, et chacun a amené quelque chose de différent par son style de cuisine, par sa culture, parce qu'également il y a beaucoup d'étrangers. Et donc tout ça c'est important, parce que ça fait vraiment une force pour moi, pour Lyon, la diversité des chefs. Oui, moi j'ai connu l'époque Aucourt, Gaston Brasier, la mère Brasier au col de la Luère. C'était un rassemblement amical de chefs, de bistrots ou de restaurants déjà étoilés qui se réunissaient une fois par mois pour casser la croûte. On a un métier de chef qui est difficile. En plus, les conditions à l'époque sont encore plus dures qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des très bonnes conditions de travail. Ils travaillaient avec des fours au charbon, ils étaient toujours dans la suie, ils faisaient des grosses journées. Ils avaient besoin de couper, ils avaient besoin de se retrouver, ils avaient besoin de se fédérer, ils avaient besoin de se voir. Nous, on travaille quand les autres ne travaillent pas. On travaille à midi, on travaille le soir, on finit à minuit. Donc, nous avons les mêmes soucis, les mêmes contraintes, mais les mêmes joies de se retrouver autour d'une assiette chez un collègue. On a besoin de ces contacts pour s'encourager mutuellement,
pour continuer, poursuivre et être passionné. C'était une vraie bande de copains. Et cette bande de copains a entraîné le début d'une grande histoire. Nous sommes en 2020. L'association se réunit pour une assemblée générale extraordinaire. Entre les rires de copains et les regards complices, les membres de l'association soulèvent des enjeux importants, tels que la responsabilité sociétale des entreprises, de recrutement, ou encore leur calendrier d'événements caritatifs, constitutifs de l'identité des toques blanches lyonnaises. C'est moi, quand j'ai repris, j'avais déposé les statuts, parce qu'il n'y avait pas de statut, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas un papier. Là, maintenant, c'est devenu important. Marguin a donné de l'extension en rassemblant les pâtissiers, les maîtres d'hôtel, les sommeliers, rassembler les meilleurs professionnels, petits ou grands, mais professionnels quand même. Ils n'ont pas peur de mettre le tablier, la veste blanche. Hein. On ne présente plus Emmanuel Renaud, triplement étoilé à Megève. Chef Renaud, membre des Toques Blanches lyonnaises et acteur incontournable de Haute-Savoie, préside la 5e édition de Tokissime. Un rendez-vous gourmet installé à Megève, où marché de producteurs et concours conviviaux se déroulent sur plusieurs jours. Là, on a une association qui est forte, avec des hommes de caractère, des gens qui aiment le beau, le bon. Vous avez envie d'en faire partie. C'est une vraie cuisine gourmande. Et moi, dans la cuisine, j'aime la gourmandise. Que ce soit dans le restaurant gastronomique ou dans le bistrot, j'aime la gourmandise. Et la cuisine lyonnaise, elle est gourmande. On s'appelle, on se téléphone, on demande, on peut même, moi j'appelle régulièrement les pâtissiers pour leur demander un petit tour de main, et puis inversement, on a une vraie famille, et puis on a aussi une belle clientèle lyonnaise aussi qui viennent souvent, et on aime bien envoyer nos clients. Quand ils viennent ici, on leur dit faites un stop chez un tel, autour de Lyon pour pouvoir goûter les cuisines. Et on a quelque part un terroir qui est quand même similaire. Ça veut dire qu'on va aussi bien utiliser du brochet, on va utiliser les quenelles de brochet. Je veux dire, c'est des classiques lyonnais que je fais dans mon bistrot. Je veux dire, les pâtés croûtes, c'est quand même des oreillers de la Belle Aurore, des choses comme ça. C'est des choses qui sont assez cuisine lyonnaise, cuisine gourmande. Et on peut les retranscrire à la montagne, exactement pareil. C'est important de savoir qu'il y a un groupe d'hommes et de femmes qui sont amoureux du beau et du bon. Donc ça, c'est important que ça se partage. Et c'est surtout important que quand les clients viennent, ils aient une valeur sûre d'une charte de qualité. Je pense que le collectif permet, on va quand même beaucoup plus loin quand on est un groupe. On est tous différents, mais très complémentaires. Que ce soit, je parle de mon ami Joseph Viola, qui a plein de bistrots, qui est vraiment dans le lyonnais pur à 200%, comme les restaurants de Bocuse ou des restaurants qui font de la cuisine délicate. On n'est pas en compétition, on est tous complémentaires. Arrivé en 2022 dans l'association, Fabrice Sommier représente le premier cru de sommelier intégré aux Toques Blanches lyonnaises. Le souhait d'étendre les profils des membres jusqu'au métier de la salle et de la sommellerie était évident pour exprimer avec plus de justesse ce qu'est la gastronomie. Je pense que c'est d'une intelligence presque rare, mais voire remarquable, d'accepter aussi des gens qui n'ont presque aucun lien avec Lyon. Alors ici, on est dans la Saône-et-Loire, dans le département du Mâconnais, et on est sur des vignes d'appellation, effectivement, Mâcon Village. Et juste en face, derrière nous, on a la Roche de Solutré qui est au cœur de l'appellation Pouilly-Fuissé. La sommellerie, c'est arrivé un petit peu, je dirais presque par hasard. Je voulais faire de la cuisine. Je suis un passionné de cuisine, je cuisine beaucoup à mes heures perdues. J'ai beaucoup de copains cuisiniers. Et j'étais réellement passionné par la cuisine, mais j'ai un gros problème, c'est que je ne suis pas capable de vider un poulet ou un lapin ou nettoyer un poisson, ça me rend malade vraiment. Donc j'ai fait une mention complémentaire, enfin un CAP tout d'abord, un CAP employé de restaurant, et puis une mention complémentaire. J'ai rencontré un chef qui avait 2 étoiles Michelin, qui s'appelle Jean Bardet, qui est toujours vivant. Un type brillant et qui avait une vraie philosophie autour du vin. Et qui, quand j'ai passé mon examen, il y avait une question sur les vins et c'est lui qui était là. Et j'ai répondu aux questions. Il m'a dit, toi, tu as une bonne gueule de sommelier. Et ça a commencé comme ça. Oui, c'est violent, c'est pas le mot, mais c'est riche, c'est intense. Il faut juste imaginer que c'est un vin qui a une capacité de diction très intéressante. Là, on goûte un peu
de la sortir, hein. C'est une toute nouvelle cuvée. Je connais le président Marguin depuis des années, bien sûr. Christophe, j'ai la faiblesse de l'appeler un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui, malgré le fait qu'il puisse de temps en temps diviser par des propos un peu abrupts, est un homme qui a un grand cœur et qui est un vrai booster. Je pense qu'il se bat et il se bat au quotidien pour que son métier et les effets de son métier soit positif, et on peut lui reconnaître cela. Et ensuite, il a voulu ouvrir effectivement à d'autres métiers que les cuisiniers ou les pâtissiers, les toques blanches, et je trouve ça assez génial parce qu'il a complètement compris que le métier de directeur de salle ou de maître d'hôtel et le métier de sommelier faisaient une entière partie, je dirais, d'un restaurant. Et quand il m'a appelé pour m'en parler, j'ai adhéré tout de suite à son projet parce que j'estime qu'effectivement, c'est très très important d'être en corrélation avec, bien sûr, les cuisiniers, mais d'être en corrélation avec notre corporation. Et la vie des restaurants, elle vit pas que par la cuisine, elle vit aussi par tout le monde. De retour à Lyon, je me rends au Moshgan, un restaurant iranien tenu par la chef éponyme. Arrivé en France en 2000, Moshgan Tashvighi ouvre son restaurant en 2017, porté par une passion que l'on voit pétiller dans ses yeux. Elle est repérée par l'association 2 ans plus tard, qui la récompensera d'un trophée. Car si le collectif est né dans la cuisine lyonnaise, il a depuis bien grandi et valorise la gastronomie au-delà de toute frontière. Moi, je suis grandie dans une famille cuisinière. Mes grands-parents, ma maman et toutes ses frères et ses sœurs, ils sont les cuisinières, pas professionnelles, mais qu'elles cuisinent tous et toutes extraordinairement bon. Et la cuisine et manger, c'est dans notre ADN. En 2013, je suis venue vivre à Lyon. Il faut dire que depuis 2000, je vis en France, en Bourgogne, et depuis 2013, je vis à Lyon. Et en 2015, j'avais envie de faire quelque chose, une petite activité culinaire. Je me suis mis en chef à domicile. Ça s'est très très bien passé et j'ai eu pas mal de clients. Et j'ai décidé d'avoir une petite vitrine physique pour être en contact avec mes clientèles. En 2017, le 8 décembre, on a ouvert ce restaurant nommé Moshgan, mon prénom, et je suis heureuse maintenant. La gastronomie lyonnaise, pour moi, ça fait partie des bouchons lyonnais, les mères lyonnaises, le fait d'avoir beaucoup de chefs étoilés à Lyon et région Rhône-Alpes. C'est une cuisine dédiée à Lyon. J'ai commencé à connaître cette association par rapport au trophée de vin et gastronomie que j'ai eu en 2019. Les Toques Blanches Lyonnaises, ils l'organisent avec le Progrès. Le jour de l'intronisation, on était à la région, très très jolie salle, et c'était immense et beaucoup de chefs. Oui, bien sûr, quand ils m'ont appelé, je ne pouvais même pas parler, mais j'étais heureuse, bien accueillie, j'étais vraiment bien accueillie, bien reçue. Moi, je fais la cuisine iranienne, mais ça n'a pas été du tout un frein pour m'intégrer dans l'association. Je pars pour Nantes, rencontrer Vincent Guerlet, chocolatier-pâtissier, nouvellement membre de l'association. Vincent connaît ce type de collectif puisqu'il préside l'association Relais Dessert. Mon parcours, c'est un parcours de pâtissier-chocolatier, donc formation par alternance, brevet de maîtrise, et puis après quelques entreprises par-ci par-là, dont Nantes, Paris, et puis installation à 22 ans, donc très jeune. Donc j'ai rejoint les Toques Blanches parce que je connais beaucoup de
de pâtissiers et cuisiniers lyonnais qui sont aussi des amis. Et puis voilà, quand l'idée est venue d'ouvrir un petit peu les Toques Blanches aux non-lyonnais, j'ai trouvé l'idée plutôt séduisante parce que je trouve que c'est une association dynamique avec un bel échange. Et puis voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des gens même voilà, du même métier ou on va dire du même domaine, hein, la cuisine et la pâtisserie et la chocolaterie sont, on va dire, des domaines assez cousins. Donc je connais les Toques Blanches lyonnaises par relation, hein, donc de pâtissiers lyonnais et puis de cuisiniers bien sûr lyonnais. Et puis l'écho que ça fait en région, donc notamment jusqu'à Nantes, en fait, c'est voilà, une association qui regroupe quand même beaucoup de pâtissiers depuis longtemps maintenant, hein, parce que je crois qu'on est à plus de 80 ans. Et donc ça fait écho sur une association dynamique et qui est reconnue dans le métier de la gastronomie. Donc moi, le fait de faire partie à Nantes, mais des Toques Blanches lyonnaises, ça me permet d'échanger avec des professionnels de régions différentes. Donc là, notamment Lyon, qui est quand même une région très portée gastronomie, et de pouvoir aussi voir qu'on a toujours les mêmes problématiques, le recrutement, comment on recrute, les difficultés ou pas pour recruter, également toutes les nouvelles lois qui peuvent venir, les obligations, voilà, d'échanger sur certaines problématiques avec des gens qui ont déjà réfléchi ou trouvé les solutions et d'autres qui sont en questionnement. Et c'est vraiment un échange sur, on va dire, le métier et le métier de chef d'entreprise dans sa globalité. Nous sommes le 25 septembre 2022. Cela fait 86 ans que l'association rassemble et défend les valeurs de la bonne cuisine. J'observe à cette occasion des amis heureux de se voir, mais surtout des chefs non membres, des jeunes espoirs des restaurants sollicités pour l'occasion. C'est vrai qu'on a un métier où beaucoup sont un petit peu enfermés dans leur maison, ils sont un petit peu seuls, ils ont des brigades qui sont plus restreintes que d'autres, donc il y en a qui sont 1, 2, 3 dans leur cuisine et c'est vrai qu'ils ont le nez dans le guidon. Et puis après cette période difficile, de sortir de leur cuisine un soir de repos et de venir revoir des copains, se faire des nouveaux copains parce que ce soir on va faire la fête. Et je pense que ça va encore fédérer encore plus et réunir les gens. Réunir les gens est un mot important. C'est l'esprit dans nos restaurants au quotidien, mais c'est surtout l'esprit des Toques Blanches, réunir les chefs, les cuisiniers, les pâtissiers, les maîtres d'hôtel. Je l'ai annoncé, on va faire entrer un charcutier. Donc pour nous, tous les métiers de bouche doivent faire partie de notre belle famille et c'est important. Alors dans notre association, il y a peu de femmes, comme dans notre métier en général. Le problème, on a un métier de commandement, on a un métier où il faut passer du temps. Il y en a de plus en plus dans les formations, c'est bon signe. Il y en a beaucoup en pâtisserie, dans les écoles. Il y en a de plus en plus au service et en cuisine. Donc ça, c'est un bon signe. Peut-être on dit que c'est un métier très difficile, très masculin. Pour moi, comme tous les autres métiers, ça s'organise. On peut être une femme pilote d'avion, que chauffeur de bus et une chef de cuisine. Laisser continuer et faire vivre cette expérience et cette histoire par nous les femmes. Et pourquoi pas dans une belle association comme les Toques Blanches lyonnaises, pourquoi pas, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Les femmes de l'ombre, elles sont à notre côté tous les jours. Et celles-ci sont les plus importantes, c'est nos épouses. On sait tous que sans nos épouses, on serait rien. On peut pas être derrière et devant. C'est très compliqué. C'est là que pour nous qu'on compte vraiment sur elles, quoi. Aujourd'hui, on a décidé de mettre en avant le service. On fait rentrer les membres du service au sein de l'association, puisque on l'a toujours dit, mais on sera la première association à l'avoir fait. C'est de dire le service est aussi important que la cuisine. Si vous n'êtes pas bien accueilli à la porte, commencez mal votre déjeuner ou votre dîner. Donc, on intègre et bizarrement, nos premiers membres qu'on rentre dans l'association au service sont des hommes. Ça fait 1 an que je suis dans cette association, mais depuis, ils m'ont mis dans pas mal d'événements culinaires
il n'y avait pas de différence parce que entre hommes ou femmes, je ne trouve pas que dans cette association, même qu'il y a beaucoup de chefs hommes, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes que les femmes, ils ont de côté, qu'ils ne font rien. Pour moi, le fait d'avoir plus en plus de femmes dans la cuisine, peut-être il y a plus de facilité dans la cuisine. Au niveau technologie, c'est beaucoup moins difficile qu'on porte les grandes casseroles lourdes. Ou, deuxièmement, il y a peut-être les réseaux sociaux, on voit plus en plus la cuisine. La métier de cuisine, on met plus en plus en avant. Le message que je peux donner aux femmes qui aiment, qui veulent faire un choix, mais ils hésitent, je dis, si vous aimez ce métier, n'hésitez pas, parce que quand on aime faire quelque chose, on voit pas de la difficulté de le job, mais on voit que le bonheur et l'amour qu'on donne au métier. Moi, personnellement, je sais, il manque de personnel, il y a beaucoup de choses à gérer, mais si je dois revivre, de faire un métier, je vais encore faire la cuisine. C'est quand toutes les associations, tous les clubs, dans tous les endroits où on rassemble du monde, il faut un chef. Quand on prend une association, je pense qu'il faut savoir donner aux autres. Et ça, c'est un caractère qui n'est pas donné à tout le monde. Et je le regrette pour certains présidents d'associations dont je fais partie, qui ne comprennent pas ça. La force, c'est l'unité. C'est pas de dire je suis le chef, c'est moi c'est moi qui prends le contrat. Non. Il y a quelque chose, je fais participer les membres de mon association. Et plus il y en a à qui je ferai profiter du travail de tout le monde, plus l'image sera bonne pour tout le monde. Si on n'a pas un leader qui commande, à un moment, ça va partir dans tous les sens. Tous les mois, on a des réunions de bureau. On est 10 au bureau, tout le monde s'exprime. On a la chance, on a une diversité importante au sein du bureau, parce que vraiment, on est tous différents. On a la chance qu'on travaille beaucoup dans un même esprit, mais à la fin, il faut trancher. Et s'il y en a un qui tranche, ça doit être le président, il est là pour ça, quoi. Régulièrement, il y a des élections. Si les gens n'étaient pas contents, ils peuvent le faire sortir à tout moment. Quand vous êtes en avant, automatiquement, vous créez des jalousies. Quand vous créez des jalousies, vous prenez des coups de partout. Il y a quelques années, j'ai eu l'idée de créer une association pour labelliser et fédérer les bouchons lyonnais. Alors là, la révolution au sein des bouchons lyonnais, les toques blanches veulent s'approprier les bouchons lyonnais, tout. Et là, je leur explique que c'est uniquement pour les fédérer, que je vais créer quelque chose qui va rester dans le temps. Et surtout, je leur explique que je vais prendre la présidence pendant 1 an parce qu'eux ne sont pas capables de la prendre, mais qu'au bout d'1 an, je laisserai cette présidence. Et 1 an, jour pour jour après, j'ai laissé la présidence en ayant mis l'association sur les rails. Et aujourd'hui, cette association, elle roule et elle ramène à un membre de l'association qui rentre entre 20 à 30% de chiffre d'affaires en plus. Donc, on fait les choses pour les autres, on prend des coups quand on se met en avant, mais la satisfaction, c'est de voir ce qu'on apporte aux autres. Je ne peux que constater que la cité a évolué, qu'elle réunit des chefs de renom, main dans la main, qui travaillent à proposer des expositions, des rassemblements, avec toute la difficulté d'infrastructure ou encore de budget qu'ils peuvent rencontrer. L'histoire de la cité de la gastronomie, c'est une décision de François Hollande, de décider de dire on va créer une cité de la gastronomie en France. Puis lorsque cette idée est partie, il y a plein de villes qui se sont dit nous on pourrait être cité de la gastronomie. Donc l'État a changé d'avis en disant on va créer plusieurs cités de la gastronomie. Donc ils ont lancé des appels d'offres. La ville qui s'est placée tout de suite, c'est Dijon, parce que M. Rebsamen, qui est le maire de Dijon, est également ministre et proche de François Hollande. Et nous, à notre grande surprise, Gérard Collomb décide de ne pas aller sur ce projet. On ne comprend pas, parce que c'est quelqu'un qui aime manger, qui aime boire, qui a toujours été proche des chefs. Donc on ne comprend pas sa démarche. Et nous, on décide de se regrouper un jour devant l'hôtel de ville en disant voilà, on veut la cité de la gastronomie à Lyon.
3-4 jours après, Gérard Collomb m'appelle en me disant on va y aller, on va gagner un projet et c'est parti. Et au sein de la mairie, il y avait un adjoint qui s'appelait Jean-Michel Daclin, qui était adjoint au rayonnement international, qui tout le temps que Gérard Collomb n'a pas voulu aller sur ce projet, a continué à travailler, à préparer le dossier. Et lorsque Gérard Collomb a dit on y va, le dossier il était prêt. Donc le premier projet qui est sorti, c'est Lyon, malheureusement il avait mal commencé. Au départ, c'est-à-dire que nous on est tout à l'origine. On est à l'origine, on a travaillé dans des commissions. Lorsqu'il y a eu l'appel d'offres pour faire une délégation de service public, pendant 1 an, personne n'a le droit de communiquer. C'est-à-dire que pour pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mis plus en avant dans l'appel d'offres, tout le monde a été mis à l'écart. Et lorsque les Espagnols ont gagné, ils ont fait ça tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus vers nous, ils ne sont pas servis de toutes les commissions qui avaient fait du travail en amont pour reprendre les idées. Ils sont venus avec leurs idées et ils se sont trompés. Ils ont voulu faire du virtuel et on est parti complètement à côté de ce qu'on aurait dû faire, de mettre en avant nos producteurs, notre savoir-faire, les arts de la table, le service, la cuisine. Nous, à ce moment-là, on ne peut pas s'intégrer à un projet qui ne nous correspond pas. Autant nous sommes prêts à suivre des choses qui nous représentent, qui sont notre image, notre histoire. Et celui-ci était complètement à côté de la plaque. Donc tout de suite, on s'est exprimé en disant, voilà, on boycotte la Cité de la Gastronomie parce que c'est une erreur dans la mise en scène. C'est une chose importante, c'est notre histoire. On doit retranscrire auprès du grand public qu'est-ce que c'est la gastronomie, qu'est-ce que c'est les produits, qu'est-ce que c'est de s'asseoir à table. Et donc là, on rouvre tout doucement une partie. Il y aura une exposition autour de la table et les arts de la table. Donc l'histoire va se remettre en route doucement, on va prendre le temps. Mais je pense que dans 2-3 ans, on aura une belle cité de la gastronomie à Lyon. Nous, la période Covid a été un petit peu différente de la période Covid pour les restaurateurs. Sur la partie pâtisserie-chocolaterie, donc nous, on était considérés comme lieu pouvant être ouvert parce que les gens ne restent pas chez nous. Donc nous, on a commencé par faire des livraisons pendant le premier confinement parce qu'en fait, on allait plus au-devant des clients. Et puis après, on a continué à travailler, on va dire, à peu près normalement, avec bien sûr tous les gestes barrières et les distanciations sociales et toutes ces choses-là. Mais on a, nous, réussi à continuer notre activité. Les membres de l'association Relais Dessert, donc comme tous les membres de pâtissiers, on va dire, notamment en France et en Europe, parce qu'on est à peu près sur la même logique. Mais dans un premier temps, c'était un peu le questionnement, est-ce qu'on doit fermer, rester ouvert? Et puis, donc, beaucoup de gens ont fermé déjà dans un premier temps sur le premier confinement, ou au moins les 15 premiers jours. Et puis après, tout ça s'est un petit peu éclairci grâce notamment aux associations et aux renseignements pris. Donc, comme quoi, les commerces alimentaires devaient être ouverts. Hein, c'était même un devoir, on va dire. Et puis de pouvoir continuer à exercer. Donc c'est sûr que les premiers moments n'ont pas été simples, hein, parce qu'il fallait que les gens puissent revenir. Il y avait aussi les confinements, les restrictions de périmètre, de kilomètres, choses comme ça. Et puis petit à petit, c'est revenu à la normale. Et même, j'ai envie de dire que la profession, toutes les professions alimentaires de boutiques, hein, que ce soit pâtisserie, chocolaterie, boucherie, charcuterie, ont connu même après un retour de la clientèle parce que les gens se sont mis un petit peu à consommer aussi un peu plus en proximité et chez les artisans. Donc en fait, sur des périodes difficiles comme le Covid, en fait, les associations permettent d'amener un soutien et une réponse aussi certainement des fois à différentes questions. Hein, donc là, notamment, c'était dans les premiers temps, il faut fermer, mais comment ça se passe pour le personnel, le chômage partiel, et vraiment réfléchir ensemble et puis aller aussi pouvoir poser les questions aux institutions, de savoir comment réagir. Et donc, à plusieurs, l'effet de groupe permet d'avoir un peu plus de force et souvent plus facilement des réponses. Que ce soit des associations comme Relais Dessert ou les Toques Blanches, en fait, avant tout, le but, c'est de trouver un moment convivial, bien sûr, mais aussi d'aller chercher des réponses à ces questions. Et le fait d'échanger avec le plus grand nombre permet souvent d'avoir déjà un premier modèle de réponse et puis des expériences de chacun. Et les expériences sont vraiment le plus enrichissant parce que chacun a à un moment réfléchi à une problématique, a déjà rencontré quelque chose ou pas du tout. Et cet échange permet vraiment d'avancer et c'est ce qu'on vient chercher dans ce genre d'association.
Dominique Moreau, membre du bureau de l'association et investi dans la reconversion et la solidarité au sein de son restaurant d'application, m'explique que l'univers de la cuisine a du pain sur la planche pour continuer à rallier les passionnés. Si on arrive à améliorer nos conditions de travail, on retrouvera du personnel. On arrivera à recruter du personnel. On a passé Covid. Covid, on a perdu, les gens disent 40, les gens disent 50, les gens disent 60%, j'en sais rien. Mais on a perdu un certain nombre de personnes qui faisaient notre métier dans notre profession parce qu'ils faisaient un passage de leur vie à faire ça. Mais on a perdu aussi des gens passionnés et professionnels parce qu'ils sont allés, par la force des choses, goûter à autre chose, goûter à d'autres conditions de travail. Et cela, on a perdu des très très bons. Il faut que notre profession arrive à changer ses conditions de travail, que ça nous fasse mal au bide ou pas, de toute façon on s'en fout. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura plus personne qui fera notre métier. Voilà. Parce que notre métier, c'est un métier passion, mais comme tous les métiers. Mais c'est un métier passion, et voilà, les boulangers ont évolué beaucoup plus vite que nous. Les boulangers, moi j'ai connu il y a 30 ans en arrière, tous les boulangers se levaient à minuit, 1h du matin. Aujourd'hui, ils ont réussi à mettre du matériel en place. Je ne dis pas qu'il y en a toujours qui ne le font pas. Hein. Attention, il y a encore des gens qui font du pain au fond de bois et ils se lèvent à 1h du matin. Mais beaucoup de boulangeries aujourd'hui, et ils font le pain sur place et ils pétrissent. Mais n'empêche qu'ils ont amélioré leurs conditions de travail en faisant un boulanger du matin, en faisant un boulanger de l'après-midi. Le gars de l'après-midi, il cuit du pain frais pour le soir. Ils ont vraiment fait évoluer leur métier. Nous, on est un petit peu encore à la traîne. Mais on va y arriver. Hein. Par la force des choses, on va y arriver. Hein. On n'aura pas le choix. Et puis, ça nous fait plaisir d'y arriver. Parce que si on réattire du monde, ben, on aura gagné notre pari. Il faut vraiment qu'on remette des gens passionnément dans notre métier. La situation Covid nous a pris un nombre de personnes. Déjà qu'on avait du mal à recruter. Alors aujourd'hui, première vue, tout repart. Il n'y a jamais eu si peu de chômage. Enfin bref, toutes les activités sont en secteur tendu. Mais nous, ça fait 30 ans qu'on est en secteur tendu. C'était moins violent il y a 30 ans, tout le monde trouvait. En fait, rien que dans les étoilés Michelin, moi quand j'ai démarré en 88, je travaillais chez Trois Gros à Rouen. Tu envoyais son CV, tu étais sur liste d'attente pour travailler dans une maison comme ça. Tu étais au roulement de la 2e, 3e brigade. 3 brigades représentaient 20 cuisiniers, donc tu étais 60e. Il y a 15 ans en arrière, tu n'étais plus que 20e. Aujourd'hui, si tu es bon, que tu appelles Trois Gros, ils t'embauchent demain matin. Ou Bocuse ou un autre. Hein. C'est pas de leur faute à eux, hein. C'est de la société qui a changé. Et notre métier est devenu un métier pénible. Alors, très facile d'accès et très difficile à vivre. Et c'est ce qu'il faut qu'on enlève. Nous, il faut qu'on arrive à enlever ce difficile à vivre. Personnel, de toute façon, les ressources humaines sont le gros problème de la restauration. En salle, en cuisine, partout. C'est pas se plaindre, c'est un constat et qu'il faut se plaindre, ça sert à rien. Il faut absolument qu'on trouve des solutions pour modifier ça. C'est avec le journal Le Progrès que les Toques Blanches lyonnaises ont fondé les Trophées de la gastronomie et des vins. J'assiste ce soir à la 14e édition, entourée de chefs venus des 4 coins de la France. C'est son rôle, et à voir l'émotion sur les visages, cela ne fait plus aucun doute. Alors l'association, elle fonctionne tout simplement grâce à des cotisations qui ne sont pas élevées du tout, puisqu'elles représentent quelques centaines d'euros. Par contre, on a des partenaires qui sont, vraiment des gens qui cotisent au sein de l'association et c'est grâce à eux qu'on peut vivre. Donc on a des échanges avec eux, on travaille avec eux sur leurs produits, on peut travailler avec certains sur leur image. Tu n'as pas lu? Tu n'as pas lu? Ben non, j'ai pas lu le carton d'invitation, fallait me le dire. Merci d'être là. T'es beau comme tout, putain. En forme? Ah vache. Ça va, impeccable, impeccable. On t'a pas dit On t'a pas dit Non, on m'a pas dit non. C'est vrai, c'est L'argent de l'association sert à créer des événements, sert à mettre en valeur notre association, sert à communiquer, sert à faire des événements populaires également. Donc régulièrement, on essaye de faire des choses qui font qu'on parle des Toques Blanches lyonnaises. Déjà, il y a plusieurs raisons. C'est que j'ai pas mal de copains qui sont là. Ça me fait plaisir de les revoir. On n'a pas souvent l'occasion justement de pouvoir se retrouver. Donc c'était l'occasion. Puis au-delà de ça, de recevoir ce prix. Alors je ne sais
pas pourquoi encore. J'ai demandé à Christophe pourquoi tu m'avais choisi pour ça. Il m'a dit tu sais pourquoi. Je lui écoute pas vraiment, mais enfin bon écoute, je prends. Hein. Et peut-être qu'il me donnera la réponse ce soir, j'en sais rien. Mais c'est super chouette. Non, c'est vachement. Les toques blanches, je trouve que les Lyonnais ont cette force et cette capacité, je pense, à fédérer plus que les autres. Les toques blanches en sont la preuve. Nous, on n'a pas ça à Bordeaux. On n'a pas ça. Donc ça veut dire que, je sais pas, ça veut dire qu'il y a peut-être, au-delà de l'histoire, il y a peut-être en tout cas une continuité. Il est vrai aussi qu'ensemble, on va plus loin. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Et pour faire perdurer, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. L'aura de la gastronomie lyonnaise, c'est bien qu'on est plusieurs, quoi. Et ils le font très bien. Donc ce soir, nous sommes à la Chambre de commerce de Lyon. On est là pour les 14e trophées de la gastronomie et des vins. C'est un événement qu'on a créé donc, il y a de nombreuses années. Et vraiment, on rend hommage à l'ensemble de notre métier, l'hôtellerie, la restauration, les chefs, les pâtissiers. Et c'est une soirée qui devient incontournable à Lyon maintenant. Parce que le jury est important. Et c'est lui qui décide des résultats. Et c'est là qu'on est présent. Et de temps en temps, on peut essayer d'influer sur certains parce qu'on a la justesse du choix et c'est important. C'est important parce que nous sommes, c'est grâce à nous que cet événement existe. Donc pour nous, les toques blanches, c'est important d'être ici. Et c'est surtout, nous, les chefs, on est là pour valoriser le métier. Donc on fait notre travail en organisant des soirées comme celle-ci. J'ai besoin d'en savoir plus sur l'impact du nom, de la notion de label. Devenir membre des Toques Blanches lyonnaises est un parcours ponctué d'étapes où l'on ne rentre pas comme dans un moulin, malgré l'ambiance bon enfant. Cuisiner local, proposer une cuisine gourmande, respecter ses équipes en cuisine comme en salle font partie des conditions. L'accueil, le service, l'histoire que racontent les plats importent aux membres du bureau. L'envie de transmettre, de s'inscrire dans des événements solidaires sont aussi essentiels pour que l'association puisse considérer les candidatures. On a besoin de label parce que c'est une reconnaissance. Le label, c'est une chose importante pour les clients. C'est un gage de sécurité, c'est un gage de qualité. Et surtout, c'est pour le client, ça le rassure. Ça le rassure, ça veut dire qu'il a trouvé un endroit où il sait que les services d'hygiène sont passés, il sait que le chef fait attention à ses achats, il sait que la cuisine est faite maison, il sait qu'il va avoir un service de qualité, il sait qu'il va être bien accueilli. Donc c'est un ensemble qui fait que c'est très important. C'est venu avec le temps, c'est pas quelque chose qu'on a essayé d'imposer, c'est le travail de nombreuses années qui a fait qu'un label s'est imposé naturellement. Et nous, ce qu'il y a d'important au sein de ce label, c'est le titre de maître restaurateur. C'est-à-dire que pour faire une demande pour entrer aux Toques Blanches, il faut avoir le titre de maître restaurateur, qui est un diplôme qui est décerné par l'État, par le préfet. On fait une demande au préfet. Et c'est une preuve que le cuisinier fait plus de 80% des plats chez lui. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Ça élimine les gens qui ne font pas la cuisine. Un chef qui rentre au sein de l'association, il vient chercher la reconnaissance. Pour lui, ça valorisera son travail, parce que beaucoup qui rentrent dans l'association sont inconnus. Ils font bien leur travail, mais Lyon est une ville riche. Lyon est une ville riche par son nombre de restaurants. Et c'est pas toujours facile de sortir du lot. Et grâce aux Toques Blanches, il va exister, il va être reconnu, les médias vont s'intéresser à lui. Donc c'est important. Et puis il y a un autre événement dans tout ce qu'on peut faire dans l'année, c'est les trophées de la gastronomie et des vins. Cet événement, on l'a créé il y a 14 ans. Et quand on crée cet événement, c'était de dire on met en valeur nos chefs. Et comme pour l'association, tout rapidement on s'est dit il y a certains prix, on ne peut pas rester qu'à Lyon parce qu'autrement on va tourner en rond. Donc on a ouvert des prix au national. Mais le but, c'est de mettre vraiment en valeur les gens de chez nous. Donc, je pense qu'on peut avoir une fierté du travail qu'on fait depuis de nombreuses années pour mettre en valeur tout le monde. Et que c'est pour ça que je dis toujours, j'ai le dos solide, et que ceux qui critiquent,
Je leur souhaite juste une chose dans leur vie, c'est d'en faire le 5e de ce que j'aurais fait pour eux. Les toqués de l'association sont entiers, comme leur vision de la cuisine, du jeune commis jusqu'au chef. Et ils sont désireux d'aider. C'est dans cette volonté que Dominique Moreau a ouvert avec son ami Christian Lavaux, tous deux membres de l'association, le restaurant d'application Une Faim d'apprendre, où tout le personnel est en formation. Ici, vous êtes dans un restaurant qui n'est pas qu'un restaurant. J'aime à dire que c'est un restaurant utile. Vous êtes dans un centre de formation agréé par l'État. Il y en a très très peu en France. On est 2 copains. Christian Lavaux, toque blanche lyonnaise également, et moi, Dominique Moreau, toque blanche lyonnaise. Christian depuis une trentaine d'années, moi depuis 23 ans. Et on a créé ce lieu pour les gens qui ont des vies, j'aime plus dire compliquées, parce que ça met tout de suite de la négativité, donc des vies différentes. Donc on a un centre de formation qui permet de valider un diplôme d'État, qui permet de valider un CQP cuisinier ou un CQP maître d'hôtel, en alternance avec des employeurs qui sont pour pas mal des toques blanches lyonnaises, et qui est réservé à des gens, je me répète, avec des vies un petit peu différentes, donc en parallèle de l'éducation nationale, des aménagements de peine, des anciens toxicos, des anciens alcoolos, des gens qui ont fait, le choix de sexualité différente, des enfants maltraités, des enfants violés, enfin bref, des vies cabossées. Et du fait, on essaye de les réintégrer socialement, tout d'abord, et ensuite de les immerger dans le monde de la restauration et de les emmener vers un diplôme d'État. Voilà, ça s'appelle ABCR, et le restaurant d'application qui reçoit du public d'ABCR s'appelle Une Faim d'apprendre. Nous, on fait 50 personnes par an, donc on va le ramener à 100, ça va tellement bien, donc on va doubler. Sur ces 100 personnes, ils sont tous avec des vies un petit peu tordues, tous. Origines différentes, mais tous avec des vies tordues. Sur 100 personnes, on va en emmener 20 ou 30 à de nouveau avoir une vie sociale. Parfait. Ils vont peut-être pas faire notre métier, mais par le passage chez nous, ils vont reprendre pied à la vie. Donc ça nous en fait 20 ou 30. On va en ramener 20 ou 30 dans notre métier, comme ils le conçoivent. Pas comme je le conçois, mais ils seront venus chez nous, ils ont appris un métier, validé un diplôme, et fait ce métier comme ils le conçoivent. Encore une fois, c'est pas du tout péjoratif, mais ils vont aller à Flunch, ils vont aller dans des restaurations collectives, ils vont aller dans des choses comme ça, ils feront le métier. Avant, ils faisaient rien, ou ils étaient perdus, ou ils avaient un moment de vie compliqué, donc c'est pas mal. Et on va en avoir 10-15, donc on est à 75-80%, on a 20% d'échecs, ou d'expériences négatives. Pareil, le mot échec, je l'ai enlevé, moi. C'est une expérience négative. Il y a au moins le mot expérience. Et on va en avoir donc 10-15 qui vont faire ce métier comme je le conçois, comme j'ai fait, ce pourquoi j'ai fait ça, et qui vont intégrer des restaurants, entre guillemets, dignes de ce nom. Toque blanche ou pas toque blanche, mais ils vont intégrer des restaurants, reconnus ou bons. Et sur ces 10-15-là, on a 2 perles. Mais comme je vous ai ramené ça à 100, et qu'on en fait que 50, nous, par an, on fait une perle. Une perle par an. Tous les ans, on a une rencontre. Un gamin, un moins gamin, une reconversion, une découverte. Tous les ans, on a une perle. Et on l'attend, tous les ans. Et elle arrive. Des fois, on se dit, bah, cette année, on n'en aura pas. Puis il y en a une qui sort. Et puis voilà. Et celle-là, eh ben, elle part dans les étoilés. Elle part dans, voilà. Mais ça en fait 1 sur 50 chez nous. C'est beau déjà. Mais nous, ça nous va très bien. Mais moi, déjà, les 20 qui reprennent pied à la vie et qui finissent, et quand je dis qu'ils finissent, c'est encore une fois pas péjoratif, qui vont être magasiniers à Darty, si c'était un ancien toxico, j'ai gagné, moi. Moi, j'ai gagné. Alors après, si on fait vraiment ça, comme l'Institut Bol-Bocuse, Jeanne de France, Ferrandi, pour faire des cuisiniers ou des serveurs, mais c'est un autre système de sélection, c'est un autre système d'approche. Et quand on leur dit magasinier Darty, ça va peut-être pas les faire rire, parce qu'ils s'impliquent vraiment autrement pour faire autre chose. Mais moi, s'ils font magasinier Darty, c'est parfait. Il était drogué. De retour chez Fabrice Sommier à Mâcon, j'assiste à une de ses formations.
Il a ouvert en 2021 la Wine School, un institut de dégustation et de découverte du vin pour les amateurs comme pour les érudits. Au deuxième étage, ici, on a effectivement pour les particuliers, j'ai créé 30 ateliers différents. On va avoir aussi pour les professionnels qui veulent se former à la dégustation ou autre, hein, à la façon d'être en restauration ou en cave ou dans les domaines, puisque pendant le confinement, beaucoup de domaines ont décidé d'ouvrir une boutique et avaient besoin de former un petit peu leurs équipes aux notions commerciales du vin. Ils savent parler de leur vin, mais pas beaucoup du vin en règle générale. Et puis aussi les entreprises qui viennent faire une réunion du team building qui ensuite ont envie de faire ou une dégustation ou un moment un peu privilégié autour des vins et des spiritueux. Ma passion, ça reste le vin et les spiritueux et surtout l'envie de transmettre et de vulgariser un petit peu le vin parce qu'à force d'éloigner les gens de la connaissance en parlant compliqué de certains sujets, ils ne s'intéressent plus à rien. Et j'avais envie de revenir un petit peu dans le monde de la transmission, de la formation et dans le plaisir aussi de prendre des moments un petit peu plus personnels aussi avec les gens. J'imagine très bien proposer à certaines toques blanches de venir animer des masterclass sur la cuisine ou la pâtisserie ici dans les prochains temps. Puisque c'est le mot qui devrait être notre mot commun qu'on a avec les cuisiniers, les pâtissiers, les maîtres d'hôtel et les sommeliers. C'est la passion de faire bien et la passion de faire bon. Donc de toute façon, si on aborde le sujet recrutement et le sujet de la jeunesse, parce que bien sûr il va falloir qu'on transmette et qu'on transmette notre métier, qu'on transmette nos affaires, donc il va falloir qu'à un moment donné les jeunes prennent les choses en main. Les toques blanches lyonnaises de ce côté-là ont eu, d'après moi, toujours un peu d'avance, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on se pose cette question-là. C'est l'intérêt d'être un groupe de chefs, d'être un groupe de réflexion, d'être un groupe d'approche, d'être un groupe de ressenti. Donc du coup, c'est le genre de questions que les gens un petit peu parsemés se posent, mais nous, ça fait un petit moment qu'on se la pose. Et on essaye effectivement, d'ailleurs c'est notre grand maintenant, c'est même plus on essaye, c'est notre grand objectif, d'intégrer beaucoup de jeunes chefs qui eux ont une vision différente de la nôtre, une approche différente de la nôtre, et qui eux aussi, par leur âge, intègrent aussi des jeunes, ce qui fait que les jeunes prennent de plus en plus, pas la place qu'on aimerait qu'ils prennent, on a encore un petit peu de décalage, mais prennent leur place. Alors, on va dire petit à petit, malheureusement, parce qu'on aimerait que ça aille un peu plus vite, mais bousculer les gens, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ils prennent leur place, on y arrive. Ça fait une belle cohabitation, des jolis partages, avec effectivement des fois des raisonnements à des années-lumière les uns des autres, mais qui en fin de compte ne sont pas complètement stupides, voire même intelligents. Donc ils ont un petit peu plus la fibre circuit court, ils ont un petit peu plus la fibre artisan. Donc la société leur a imposé ça, et en fait nous, ça nous fait du bien, parce que ça nous remet un petit peu en question. Et puis ils se servent de nous, à contrario, pour notre expérience, pour, on va dire, nos gestions de nos restaurants. Enfin, chacun tire l'un de l'autre, et c'est super sympa. On intègre des jeunes parmi nous, et voilà, c'est important, et c'est notre façon à nous de leur dire, les gars, dans 10 ans, c'est à vous, quoi. Parler de ne pas être éternel, mais à un moment donné, il faut bien qu'à un moment donné, si on intègre quelqu'un de 30-35 ans aujourd'hui, et que nous, on en prend encore pour 5 ou 10 ans de participation, cette personne-là aura déjà 40-45 ans. Est-ce qu'il sera déjà pas trop vieux? Donc, on essaie vraiment de les intégrer maintenant pour leur dire, prenez notre place. Ou tout du moins, préparez-vous à prendre notre place. Mais on transmet surtout aux jeunes tout ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire l'expérience. Parce que c'est vrai que quand on recrute des gens dans n'importe quel métier, on dit expérience exigée. Mais enfin, si on ne donne pas la chance avant d'avoir l'expérience, comment vous voulez que les gens aient une expérience? Donc on leur transmet ça en fait, mais de la gestion de notre association, de la gestion de nos affaires, de la gestion de nos approches, et eux nous amènent TikTok, et eux nous amènent les Instagram, et eux nous amènent les réseaux, que nous, si on n'avait pas eu à un moment donné ces personnes-là, enfin moi personnellement, je ne vais pas parler pour l'association, mais moi personnellement, TikTok, Instagram, je suis mort.
Donc, je suis bien obligé de déléguer ça. C'est pas que je veux pas apprendre, mais c'est que chez eux, c'est naturel. Ils sont nés avec des écrans et des claviers, et nous, on est nés avec des casseroles et des louches. Donc, à un moment donné, il faut arriver à faire cohabiter tout ça. Mais ils nous apportent ça, et nous, on leur apporte toutes nos expériences gastronomiques et culinaires, en général. Ce qui était important pour nous, lorsqu'on prend l'association il y a 16 ans, c'est de dire on va pas monter spécialement le niveau il est là, quoi. On va valoriser le travail de tout le monde. C'est-à-dire que en mettant du 3 étoiles au petit restaurant, au bouchon lyonnais, on insiste sur la force de la diversité de la cuisine lyonnaise. Et aujourd'hui, d'avoir les toques blanches qui sont reconnues, d'avoir des chefs d'autres régions qui veulent rentrer sans qu'on aille les chercher, parce qu'on représente quelque chose, pour nous, c'est extraordinaire. Transmettre et raconter son plat, son vin, son parcours est une routine à laquelle on prend plaisir à s'habituer, tant elle nourrit les papilles et l'histoire. L'art du bien manger, défendu par ce collectif, nous touche tous. À l'image d'un individu, l'association Les Toques Blanches Lyonnaises grandit, mûrit et maîtrise ses enjeux. Quels seront les prochains ?